Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Brian Cohy, que vous connaissez peut-être déjà puisque elle a pas mal circulé sur les réseaux sociaux et que la chaîne Explore With Us a fait une longue vidéo sur ce cas il y a environ un mois. Je me suis d'ailleurs beaucoup basée sur leur travail pour cette vidéo et je tiens donc à rendre à César ce qui est à César. Si jamais vous comprenez bien l'anglais, je vous la conseille vraiment. Je vous préviens, c'est une histoire particulièrement graphique et même si je vais faire en sorte de vous épargner les pires détails, ça reste malgré tout très dur à entendre. Bon, comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 27 février dans le Mesa County au Colorado. C'est un endroit magnifique, réputé pour ses parcs naturels et traversé par le mythique fleuve Colorado. Il est presque 2 h du matin quand le 911 reçoit un appel inhabituel. Terry Cohy annonce calmement à l'opérateur que Brian, son fils de 19 ans qui vient d'obtenir son permis, a fait une erreur de calcul et que sa voiture a terminé dans le fameux fleuve. Quand les agents arrivent sur place, ils constatent que la Ford de Brian Cohy est effectivement à moitié immergée dans le fleuve. La situation est cocasse et ils ne peuvent pas s'empêcher de rire, d'autant plus que Brian est sain et sauf, actuellement dans la voiture de ses parents en caleçon. Et oui, il a dû retirer son pantalon trempé par ce bref plongeon. L'ambiance est loin d'être dramatique, les parents de Brian ne semblent pas plus inquiets que ça, ils plaisantent même avec les policiers sur place. Terry, elle de son côté, elle essaie de joindre une dépanneuse, mais personne ne semble réellement motivé à venir à cette heure-là, et encore moins pour sortir une voiture de l'eau en plein hiver. Hi. Alors en attendant que quelqu'un accepte de se déplacer pour régler le problème, les policiers décident d'interroger Brian pour en apprendre plus sur les circonstances de l'accident. What are you doing down here, bud? Well, I felt like I needed to get out, and I figured, why not park here and just relax a little bit? Relax and think. Okay. And I parked on the boat ramp, and I thought it would be easy to get out. L'adolescent explique qu'il a simplement voulu profiter de la tranquillité des lieux, mais qu'il a commis une erreur en garant sa voiture en marche arrière au niveau de la rampe de mise à l'eau pour les bateaux. C'est sûr que le sol est, vous vous en doutez, très humide et pentu à cet endroit-là. Il n'a donc pas réussi à faire remonter la voiture, et c'est là que les choses ont vraiment dérapé. L'ado a vu le niveau de l'eau monter au fur et à mesure que sa voiture s'enlisait dans le fleuve et il s'est mis à paniquer. Heureusement pour lui, il a réussi à ouvrir la portière et à sortir du véhicule avant qu'il ne soit trop tard. Son récit fait plutôt sourire les officiers qui n'ont jamais rien vu de tel de toute leur carrière. Mais bon, les adolescents ne sont pas réputés pour leur discernement et à sa décharge, comme je vous l'ai dit, Brian est un jeune conducteur peu expérimenté. Le souci principal est maintenant de savoir comment procéder pour sortir la voiture de l'eau et après de longues minutes d'attente, une dépanneuse finit enfin par arriver. Les parents de Brian décident de le ramener à la maison pour qu'il puisse se réchauffer. Je vous rappelle que depuis tout ce temps, il est trempé jusqu'à l'os, sans pantalon et on est quand même au mois de février. Is he free to go? I'm sure he'd like to go home and get warm. Yeah, right? Puis ils reviennent pour gérer la situation avec les policiers et la dépanneuse. Mais quand la voiture commence à sortir de l'eau, les officiers remarquent soudain quelque chose de très étrange. Le pare-choc arrière est couvert d'une substance rouge qui ressemble étrangement à du sang.
La première inquiétude des officiers, c'est que Brian se soit blessé sans s'en rendre compte. Ils demandent donc à sa mère, Terry, de l'appeler immédiatement pour vérifier qu'il va bien. À l'autre bout du fil, Brian se veut rassurant, il dit qu'il est pas blessé, mais il sait pas trop d'où pourrait provenir cette mystérieuse substance rouge. Il dit que ça pourrait être du faux sang qu'il transportait dans son coffre puisqu'il avait suivi une formation d'effets spéciaux quelque temps auparavant. Et même si les policiers ont quelques doutes, ils laissent quand même la famille Coey repartir avec la Ford. Mais le lendemain, un nouvel appel au 911 est passé. Cette fois, c'est la propriétaire d'un magasin, Monique Lanotti, qui signale la disparition d'un sans-abri du nom de Warren Barnes. Tous les jours, sans exception, Warren vient lire devant son magasin. Elle a même installé une chaise devant pour qu'il puisse s'installer confortablement et il n'est pas rare qu'elle lui donne quelques dollars pour qu'il puisse se payer une bière. Mais ce jour-là, Monique est inquiète, elle n'a pas vu Warren, elle craint que quelque chose lui soit arrivé parce qu'elle le connaît bien et elle sait qu'il n'est pas du genre à changer ses habitudes. Faut bien que vous compreniez qu'au fil des années, Monique et Warren ont tissé une amitié très spéciale, donc elle le connaît vraiment bien. Elle est d'autant plus inquiète que l'employeur de Warren l'a contactée pour savoir si elle l'avait vu. Il ne s'est pas présenté pour prendre son poste, ce qui de nouveau ne lui ressemble pas. En 4 ans, il a jamais manqué un seul jour de travail. How do you know Warren? I own Monique's Bridal downtown, and I give him a chair to sit and read his books. He works for a company that does just like temp agency, and they were the ones that actually contacted me because he's never missed work, and they know that he sits behind my shop. So I When was the last time you saw him? Saturday, 5 o'clock. I said, I'll see you tomorrow, Warren, and he was like, okay, meaning he planned on coming down on Sunday, and then he did not show up. I hope he's okay. If anything, I just hope we find him so that we can start the next process of whatever, because I don't know, I just have a really bad feeling, because it's unlike him. So, hopefully, you guys find him. Hopefully. D'ailleurs, Monique n'est clairement pas la seule à s'inquiéter. La propriétaire d'un café voisin explique qu'il vient tous les jours vers 6h du matin, qu'elle le laisse entrer avant les autres clients pour lui offrir une petite tasse de café. He literally shows up every morning, every day without fail, like at 6 o'clock, sometimes a little sooner. And we always let him in before the customers. We give him free coffee. He's the nicest old man ever. Do you talk to him at all? All the time. So every morning it's around 6? Yeah. Without fail? Without fail. And he's the nicest guy ever. Bon, vous l'avez compris, Warren Barnes est une figure connue du quartier et appréciée de tous. Son absence est donc très vite remarquée par les habitants. Et enfin, dernière coïncidence plus qu'étrange, toujours dans la matinée, quelqu'un a appelé la police pour dire qu'un portefeuille contenant les papiers d'identité de Warren a été retrouvé à Blue Heron, tout près de la rampe de mise à l'eau des bateaux. Et devinez qui est cette personne qui appelle ? Eh bien, c'est le père de Brian Coey, Brian Senior. Et surtout, à ce moment-là, il dit pas toute la vérité à la police. Car le portefeuille, il ne l'a en réalité pas trouvé par terre, mais dans la Ford de son fils. Mais les policiers n'ont même pas le temps d'essayer de faire sens de cette histoire, puisque le 1er mars 2021, soit 2 jours après l'incident avec la voiture de Brian Coey, sa mère appelle de nouveau le 911. Autant elle semblait calme lors de son premier appel, là c'est absolument pas le cas, elle est complètement paniquée et elle a carrément du mal à s'exprimer. L'opérateur finit par comprendre que Terry, en rangeant la chambre de son fils, vient de faire une découverte absolument atroce. Là, dans le placard, elle est tombée sur une tête humaine, soigneusement emballée dans un sac, fermé avec du scotch et grouillant d'asticots. Terry est nounou à domicile, il y a donc plusieurs jeunes enfants chez elle. Quand elle fait cette horrible découverte, elle doit donc appeler les parents un à un et prétexter une urgence familiale pour leur demander de venir récupérer leurs enfants au plus vite. Ce n'est qu'après qu'elle peut enfin passer l'appel au 911. 911 is John. What's the address emergency? Hi, there is an emergency. I found something in my son's closet wrapped in a plastic bag. Okay, what was it? I think it's a human head. It's a what? I think it's a human head. Why do you think it's that? Because it looks like it's an ear. Is it bloody or does it like anything like that? Do I have to take a picture and send it to you?
What's the address? Is your son there now? He just pulled up. We wanted to make sure he was here before we called. How old is he? 19. He's had a little bit of a fascination with the morbid, but he was channeling it, I thought, into becoming a crime scene investigator. Elle supplie les secours d'intervenir le plus rapidement possible, mais l'opérateur tente d'obtenir le plus d'informations possible pour informer ses collègues qui sont déjà en route. Lorsque l'opérateur lui demande si son fils a une arme dans sa chambre, elle répond « Je sais pas, je crois qu'il a un fusil de chasse ». Bon, comme d'habitude, on va essayer de pas juger, mais c'est quand même assez surprenant qu'elle ne sache pas avec certitude si son fils de 19 ans possède ou non une arme. Do you think he's going to be cooperative with us? I don't know. I don't think he'll be violent. Just came back from his friend's house. Does he have any weapons in his room, or do you guys have any in the house? I don't know. I think that he has a shotgun, but we can certainly remove it immediately before he gets in his room. He's out by the car now, so. Terry poursuit ses explications et dit aussi avoir transporté la tête jusqu'à l'évier de sa cuisine et qu'elle a également pris un autre sac plastique qu'elle n'a pas osé ouvrir de peur de trouver encore quelque chose de macabre dedans. Is the bag still in the closet? No, it's in my kitchen sink. And there's a secondary bag that I have not opened. It's currently covered with a towel. Did he took the second bag out of the closet? I took the second bag out of the closet and put it in the sink. Where's Brian now? I think he's still outside. And you're in the backyard now? I am, yes, because I don't want him to hear me. Les officiers de Mesa County arrivent au domicile des Coy près d'1 heure après l'appel, ce qui est assez étonnant au vu de la proximité du poste de police. À ce moment-là, toute la famille Coy est à l'extérieur de la maison, le père, la mère, Brian et son frère Andy. Alors que l'officier s'approche de lui, Brian lui dit d'emblée « Je vais coopérer ». Sur les images de bodycam du policier, on peut voir que Brian semble très détaché et il répond sans problème aux questions de l'officier. Son attitude calme et posée contraste d'ailleurs vraiment avec l'horreur de ses propos. Quand on lui demande ce que ses parents ont trouvé dans sa chambre et ce qui a motivé l'appel au 911, il répond très calmement, sans ciller, une tête et des mains humaines. Cooperate? I am gonna cooperate. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Pendant que sa collègue installe Brian dans le véhicule de patrouille, l'officier pénètre dans le domicile, accompagné du père de Brian. Il s'approche de l'évier, ouvre le sac plastique et il lui suffit que de quelques secondes pour confirmer qu'il s'agit bel et bien d'une tête humaine. I'm gonna have you walk over here. You're gonna sit in the back of my partner's patrol car for a minute, okay? Not yet. Okay. Just sit back there and hang out for me, okay? Can you walk me inside, please? Let's walk you all through this, what happened there, Jenny. Okay. Let me do it. You go inside. Well, let's stay out here with me for a minute. Sit down. Come on, sit down, baby. Can I go in there and verify here first? Oh, yeah, please. Let me We go haven't through seen that. it. Yeah, we Okay. haven't looked at it. It's under the towel in the sink. Okay. Yeah, Annie, stay with your mother. Give her Hey, just make sure that guy goes in the car first. I can stay here. You can go in the sink, right? Well, The sink okay. right there. No, Yeah. you can understand. Yeah. Okay. I didn't want him to see it. We didn't want him to run. I don't want to look at it. Yeah. Évidemment, Brian est conduit au poste de police sur le champ et pendant le trajet, il sort une phrase particulièrement glaçante. C'était sous ce pont. Les policiers savent pas encore, mais ils parlent en fait de l'endroit où il a tué Warren Barnes. Arrivé au poste, Brian Jr. est placé dans une salle d'interrogatoire. Il semble un peu nerveux, mais il est très coopératif. Il fait même des blagues douteuses aux enquêteurs qui gardent leur sang-froid et entrent dans son jeu pour le détendre et le mettre à l'aise. Take another left. Hard left. Right here. Right here. All right. So have a seat, and we'll be with you in a moment, okay? Thanks, Brian. Après quelques questions de routine, l'enquêteur demande à Brian s'il sait pourquoi il se trouve au poste de police. Et là, encore une fois, sans hésiter, Brian répond « j'ai tué quelqu'un ». D'un côté, il semble presque fier de le dire, comme s'il attendait que ça. Et d'un autre, il a l'air résigné à l'idée d'aller en prison. On dirait presque qu'il se dit foutu pour foutu, autant tout raconter. What do you want now? To start back at the beginning and go slow and tell me as many details as you can remember. So, because I mean, Murray going to jail for the
15 years probably. I have no idea. It's murder. I mean, I'm going to jail for 20 probably, but Il va poser des questions très pragmatiques du style dans quelle prison est-ce que je vais être transféré? do some people who have committed crimes like me, do we stay in this county jail or are we moved? It all depends on what the judge says. En fait, ça va même très vite au-delà. Hein. Sur l'enregistrement, on voit bien qu'il prend carrément un plaisir manifeste à raconter le meurtre dans les moindres détails. Voici donc son récit des faits. La nuit du 27 février 2021, Brian prend sa voiture pour aller faire un tour. Il ne se sent pas bien, il dit souffrir d'un trouble dépressif majeur et a pour habitude de sortir le soir pour calmer son anxiété. Mais ce soir-là, il choisit de porter son déguisement d'Halloween, acheté l'année d'avant. Avant de sortir de chez lui, il revêt donc une combinaison bleu marine et enfile un masque, celui de Michael Myers, le personnage mythique de la saga d'horreur Halloween. Aux alentours de 23h, après avoir conduit un long moment à travers les rues peu fréquentées, Brian se retrouve sous un pont où il aperçoit un sans-abri, Warren Barnes. So let's just say this is the office, right? And this is the parking lot. Take a turn, and here is the bridge. That one. And it was right here. Okay. Il coupe le moteur, s'empare d'un couteau et met non pas un, mais 3 gants sur sa main droite avant de descendre du véhicule. So I grab my knife, I put on 3 layers of gloves because plastic gloves can betray their users because they're so thin, those vinyl gloves, by putting your fingerprints through. Il s'approche ensuite doucement de Warren, qui est déjà installé dans son sac de couchage épais pour se protéger du froid. Sans hésitation, Brian poignarde alors le pauvre homme endormi au niveau du cou et, à de nombreuses reprises, il s'acharne sur Warren et lui assène plus de 30 coups de couteau. À ce stade de son récit, Brian va même jusqu'à montrer à l'enquêteur comment il s'est pris et reproduit même les sons qu'il aurait émis pendant le meurtre. Il est surexcité, il sourit et semble totalement revivre le meurtre. Okay, if I do a demonstration. Oh yeah. This is him. I was straddled on top of him like this. Okay. And he couldn't fight back. During the time I was growling and making animalistic noises. Why were you doing that? I suppose it was a frenzy. Okay. I was so excited, so rushed up on adrenaline and everything. Bref, j'en reviens à son récit. Je suis désolée, je vais devoir un petit peu censurer cette partie parce que YouTube est sur mon dos en ce moment et me démonétise sans arrêt. Warren pousse son dernier souffle, mais Brian n'en a pas fini pour autant. Toujours muni de son de sa victime pour, je cite, voir ses entrailles, puis il lui coupe les avant de les mettre dans un sac plastique. I cut open his belly to see his guts. They're really pink. Sorry, that was morbid. And then I cut off his head. I gave him a Glasgow smile. What's that? A Joker smile. Il découpe ensuite le bras droit en 2 morceaux et tente de couper le bras gauche, mais n'y arrive pas. Il s'empare ensuite des membres découpés et les jette loin du corps, puis il achève de la victime, qu'il place dans un carton de pizza pour la transporter. Brian charge de sa victime dans le coffre avant de remonter dans sa voiture pour rentrer chez lui. Une fois dans sa chambre, il emballe soigneusement ses trophées dans des sachets en plastique avant de les cacher dans son placard. Il nettoie ensuite l'arme du crime, met ses vêtements à la machine et les lave 2 fois pour effacer les éclaboussures de sang. Les détails atroces donnés par Brian sont confirmés par les enquêteurs quand ils se rendent sur la scène de crime où ils trouvent effectivement des membres disséminés aux abords du camp de Warren Barnes, ainsi que lors de la perquisition au domicile des parents de Brian. It's right here. Oh, you see it? Yeah. Because there's an arm. Oh, shit! Hey. Search ever. There's an arm, there's another arm. Okay, hold on. Do some pictures. Start right now. Oh,
There's another one. I don't have a clue. Right, here's a leg. Well, it could be the upper arm or a leg. Well, there's 3. There, and there. Les enquêteurs qui ont assisté au récit glaçant de Brian presque sans intervenir tentent maintenant d'en savoir un peu plus sur lui. Probablement aussi pour essayer de comprendre les raisons de son passage à l'acte. Brian répond à toutes leurs questions sans hésiter. Non, il a jamais tué un autre être humain avant, mais il s'est entraîné sur des animaux et notamment des chats. Have you ever done it before? No. Okay. You got ass, right? Yeah. How about animals? Have you practiced on anything? Yes. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est franchement inutile, mais les sévices infligés au chat qu'il a kidnappé, torturé et tué sont étrangement similaires à ce qu'il a fait subir à Warren Barnes. Et puis il admet aussi avoir déjà pensé à commettre une fusillade dans son lycée. À côté de ça, les enquêteurs se demandent aussi où est le reste du corps de Warren, et c'est là que Brian avoue enfin la vraie raison pour laquelle sa voiture s'est retrouvée dans la rivière. En fait, après être retourné chez lui, il a paniqué et il a décidé de se débarrasser du reste du corps. Il l'a donc chargé dans le coffre de sa voiture et il s'est rendu à la rampe de mise à l'eau de Blue Heron. Une fois sur place, il a sorti le corps de Warren Barnes du coffre et l'a poussé dans le fleuve, observant le corps disparaître dans le fort courant. Et puis la suite, vous la connaissez, il a essayé de redémarrer mais son véhicule a commencé à glisser dans la rivière. Il a réussi à sortir à temps et a emprunté le téléphone d'une personne qui passait pas loin pour appeler ses parents à l'aide. And I'm sitting there, I need to act fast or else I'll die of hypothermia. I'm panicking a bit at this point. I'm going to be like, this is what I'm going to be remembered for, dying of hypothermia and a botched attempt at hiding a body. And I'm just like, fuck. Bon, on sait pas vraiment pourquoi il n'avait pas son téléphone sur lui à ce moment-là, mais par contre on sait qu'il a envoyé des messages à ses amis peu de temps après. Ça prouve donc que son téléphone n'a pas pris l'eau quand la voiture a commencé à sombrer dans le fleuve. Il est possible, mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'il ait choisi de le laisser chez lui pour éviter qu'on puisse le placer sur les lieux grâce à la géolocalisation. Évidemment, l'interrogatoire de Brian Coey dure plusieurs heures et comme vous l'avez sûrement compris, il ne se fait pas prier pour répondre aux questions des enquêteurs, qui n'ont d'ailleurs pas spécialement besoin de lui en poser, tellement il semble ravi de tout raconter dans les moindres détails. Pendant ce temps-là, les parents de Brian sont également interrogés dans 2 salles différentes et les enquêteurs tentent d'obtenir leur version des faits. Terry, elle semble dévastée et traumatisée, elle peine à s'exprimer au début, mais elle va raconter l'incident avec la voiture de Brian et la découverte du portefeuille de Warren Barnes. De son côté, Brian Senior, le père de Brian, avoue avoir trouvé le couteau dans la boîte à gants de la Ford, mais le plus surprenant, c'est qu'il était déjà au courant que son fils avait pour habitude de transporter ce couteau partout où il allait, car, soi-disant, il ne faisait confiance à personne. Went back out there this morning just to continue, and I opened the glove box and there was a knife in the glove box. Underwater. The glove box is full of water. Very large knife. And then, as I go around the passenger door, I open the passenger door and there's a wallet in between this door. And I open up, that's not Brian's wallet. It's frozen solid. Le père de Brian ajoute que quand il a confronté son fils à la découverte du portefeuille, il lui aurait raconté avoir trouvé ça par hasard, ce qui avait malgré tout éveillé ses soupçons. Lors des interrogatoires des parents de Brian, les enquêteurs essaient d'en apprendre plus sur l'adolescent, sur sa personnalité et sur sa vie en général. Ils vont poser des questions précises sur l'état mental de Brian et Terry détaille l'historique psy de son fils de 19 ans. Petite précision avant de parler des troubles et pathologies de Brian. Comme d'habitude, je parle ici d'un cas très précis qui n'est en aucun cas représentatif des personnes atteintes de ces troubles. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est nécessaire de le rappeler. D'après sa mère, Brian a été diagnostiqué d'un trouble de l'attention à l'âge de 5 ans et suivait d'ailleurs encore un traitement au moment des faits. Dès son plus jeune âge, Brian aurait montré certains signes d'un trouble de la personnalité antisociale. Il avait des comportements agressifs et provoque volontairement ses camarades de classe depuis l'école primaire. Il a d'ailleurs dû changer d'établissement scolaire à plusieurs reprises,
tant son comportement était problématique. Ce diagnostic n'a par contre jamais été confirmé, contrairement à celui de son TDAH. À l'adolescence, la psychiatre qui suit Brian lui diagnostique un trouble dépressif majeur, et d'après elle, il se situe aussi quelque part dans le spectre autistique. Elle recommande également à ses parents de le faire tester pour un éventuel trouble psychotique, mais ça n'a jamais été fait car ils n'ont pas réussi à trouver un spécialiste dans leur région. Pour ce qui est des traitements, on sait que Brian prenait des psychostimulants pour son trouble de l'attention et de la sertraline pour son trouble dépressif au moment des faits. Sa mère est d'ailleurs presque sûre qu'il prenait bien ses médicaments à ce moment-là. Elle dit même à l'enquêtrice chargée de son interrogatoire qu'elle avait mis une alarme pour le lui rappeler. Pour son père, Brian est vraiment malade, c'est le terme qu'il emploie lui-même pour parler du mal-être de son fils. Il y a des signes clairs, Brian aurait avoué avoir des pensées suicidaires, et semble aussi parfois perdu dans ses pensées, il a souvent le regard vide et détaché de tout ce qui se passe autour de lui. Maintenant, ce qui est intéressant, je pense, c'est de parler de la perception de Brian sur ses propres pathologies. Lui, il dit aux enquêteurs, et je cite, être atteint d'un trouble de l'attention, d'un trouble dépressif majeur, d'un syndrome d'Asperger, et également être schizo quelque chose. I have major depressive disorder, so I am not thinking something positively. Okay. Actually, I have several. I have high-functioning Asperger's. Okay. I have ADHD and major depressive disorder. D'après lui, la psychiatre lui aurait dit ça comme ça, du style, on sait pas exactement quoi, mais c'est schizo quelque chose. And I'm confused. You said schizo something or... Yeah, the doctors, they did not specify. They said I had symptoms of a schizo disorder. Okay. Whether that be schizophrenia, schizoid disorder, schizotypal, anything schizo, they just said that. I was never formally diagnosed with anything like that. Son historique internet montre d'ailleurs qu'il faisait pas mal de recherches sur le trouble de la personnalité schizoïde, mais il précise que même s'il a déjà eu des pensées paranoïaque, il n'a jamais été officiellement diagnostiqué pour ça. Alors, même si on sait, d'après les déclarations de sa mère, qu'il souffrait effectivement de certaines de ses pathologies, on a clairement l'impression qu'il s'auto-diagnostique aussi beaucoup. Déjà, il est assez difficile de croire qu'une psychiatre aurait pu lui dire qu'il était schizo quelque chose, et puis on sait aussi qu'il a jamais été diagnostiqué Asperger. Au passage, c'est un terme qui a été retiré des manuels diagnostiques depuis une dizaine d'années environ et qui est très sujet à débat du fait des liens avec le nazisme qu'avait le psychiatre qui a donné son nom au syndrome. Bref, on utilise de moins en moins le terme d'Asperger. Si j'en parle ici, c'est uniquement parce que Brian Coyle lui-même dit en être atteint. Mais j'aurai l'occasion de revenir un petit peu sur son profil psy au moment du procès. Sinon, pour ce qui est de sa vie privée, Brian semble mener une vie somme toute assez normale. Il a terminé le lycée et travaille quelques jours par semaine dans un supermarché. Il arrive donc vraisemblablement à gérer les contraintes de la vie d'adulte. Il a aussi des amis de longue date qu'il décrivent comme une personne ayant un sens de l'humour particulièrement noir, voire morbide. Il aime vraiment choquer par ses propos violents. Il a d'ailleurs déjà évoqué le fait de tuer un sans-abri, comment il s'y prendrait, etc. Mais à chaque fois qu'il partageait ses idées macabres, il le faisait sur le ton de la plaisanterie et personne n'y accordait beaucoup d'importance. Des rumeurs circulaient également à son sujet, on dit qu'il aurait tué plusieurs chats dans le quartier, mais de nouveau, personne ne le prenait vraiment au sérieux. Pourtant, il y a quand même de nombreux chats qui disparaissaient près de chez lui, et on sait d'ailleurs, grâce à ce qu'il a dit pendant son interrogatoire, qu'il était bien derrière ces disparitions. Une de ses amies avoue aussi qu'elle n'aurait pas été étonnée qu'un jour, Brian commette une tuerie de masse. Quant à ses parents, ils ont même trouvé une sorte de kit dans sa chambre avec une pelle, un couteau, une scie, un marteau, du scotch, etc. Bref, vous voyez le genre. Et ils lui ont ordonné de s'en débarrasser, mais ça s'est arrêté là. Pourtant, Brian, il a un historique de violence indéniable. En décembre 2018, il a attaqué un autre élève avec une sorte de massue qu'il avait fabriquée lui-même. Et en 2019, il a volontairement déclenché une crise de panique chez une élève qui souffrait d'un stress post-traumatique. On peut donc pas dire qu'il y avait aucun signe précurseur, et il semble évident que Brian a depuis longtemps un comportement violent,
en plus de pas mal de signes de personnalité sadique. De manière générale, et ce malgré les nombreux avertissements des professeurs de Brian concernant son comportement, sa mère ne semblait pas très inquiète. Elle pense même que certains d'entre eux ne le traitent pas de manière équitable et l'ont pris pour cible. En gros, elle protège et défend son fils. Pour elle, il s'agit simplement de mauvaises blagues, il a un sens de l'humour douteux, mais il ne pense pas à mal. Son père va même jusqu'à nier le fait que son fils était violent, malgré tous les faits avérés. Ensuite, en ce qui concerne les centres d'intérêt et les passions de Brian, on peut dire que c'est à la fois vaste et restreint. Il est fasciné par tout ce qui touche au morbide de près ou de loin et a pour ambition de devenir technicien en identification criminelle. Cette ambition, il se peut qu'elle lui ait été suggérée par sa mère, puisque lorsqu'elle a constaté que son fils se prenait de passion pour les films violents, elle lui a acheté un manuel des sciences criminelles en se disant qu'il pourrait faire de cette fascination quelque chose d'utile. Maintenant que j'ai dressé le portrait de Brian, je vais pouvoir discuter du procès, durant lequel on va aussi se pencher plus en détail sur le mobile derrière le meurtre de Warren Barnes. Le procès de Brian Cohy débute au centre de justice de Mesa County le 17 janvier 2023, soit près de 2 ans après le meurtre de Warren Barnes. Brian choisit de plaider l'irresponsabilité pénale en raison de troubles mentaux, et au vu de toutes les preuves accumulées, l'enjeu du procès c'est pas tellement de prouver que Brian a bien tué Warren Barnes, mais plutôt de savoir s'il était en pleine possession de ses moyens à ce moment-là, et donc pénalement responsable. Les preuves, vous l'avez vu, elles sont plus que nombreuses. Il y a entre autres les aveux faits à la police, les vidéos des policiers lors de son arrestation, le carnet de Brian dans lequel il a écrit « First » à la date du meurtre, et toutes les preuves matérielles évidemment. Pendant le procès, on apprend notamment que Brian a pris des photos du corps de sa victime, qu'il a supprimées par la suite de peur qu'elles ne soient découvertes. Mais ces photos, elles ont été récupérées par un agent des services secrets qui avait réussi à déverrouiller son téléphone pour l'analyser. Ce dernier les qualifie d'ailleurs de particulièrement atroces et elles n'ont même pas été montrées lors du procès. Et puis, il y a aussi la question du mobile et de la préméditation. Brian affirme ne pas avoir voulu imiter un tueur en série, mais certains faits vont à l'encontre de cette déclaration. Déjà, on l'a vu, il portait un costume de Michael Myers au moment du meurtre, et c'est un choix intéressant parce qu'il dit lui-même qu'il associe le costume de Michael Myers à la violence, et que c'est pour ça qu'il avait choisi de le porter. You know the movie Halloween, Michael Myers? He wears one of those, and for Halloween, I bought that as a costume to unmask in the room. Okay. And yeah, I just associated that piece of article of clothing with violence. That's why I was wearing it. That night. Yes. Quand les enquêteurs se penchent sur son historique internet, ils découvrent aussi que Brian était obsédé par la mort et l'idée de tuer quelqu'un, et ça depuis déjà des mois. Parmi ses très nombreuses recherches, il y a par exemple pensée meurtrière, idéation d'homicide, temps de décomposition d'un corps, etc. Ensuite, on le sait, il est passionné par les tueurs en série et l'univers du crime de manière générale. Il admet même qu'il était surnommé Jeffrey Dahmer au lycée et que tout le monde pensait qu'il allait devenir un tueur en série. Je me permets une petite parenthèse ici, je pense qu'on est tous très au fait que ici on ne juge pas les fans de true crime. Par contre, quand tout le monde est persuadé que c'est toi qui vas faire une fusillade dans ton lycée, je pense que c'est un petit peu différent. Les enquêteurs ont aussi retrouvé un carnet, comme je vous disais, dans lequel ils prenaient des notes sur plusieurs tueurs en série, en listant le mode opératoire, le nombre de victimes, la période d'activité, etc. Durant son interrogatoire, on peut d'ailleurs voir et entendre l'enquêteur lui demander s'il avait pour ambition de devenir un tueur en série, ce à quoi Brian répond que oui, mais seulement pour devenir célèbre. Il aurait été prêt à tout pour être remarqué, mais il affirme que c'était pas forcément son ambition principale. En gros, devenir un tueur en série, ça aurait été un moyen comme un autre dans sa tête d'accéder à la célébrité. Mais c'est assez contradictoire avec les éléments qu'on a. On sait que Brian Cohy faisait beaucoup de recherches sur les tueurs en série et qu'il prenait même des notes vraiment très détaillées dans ce fameux carnet. Il va aussi même jusqu'à se comparer lui-même à Ed Kemper dans son rapport aux femmes pendant son interrogatoire et il cite sa très célèbre phrase «
Une partie de moi dit « j'aimerais lui parler, sortir avec elle », l'autre partie de moi dit « je me demande à quoi sa tête ressemblerait au bout d'un pieu ». Well, occasionally when you see girls walking down the street, I take a glance at them, because it really is like Ed Kemper, where half of me says, well, I'm quite inept with women. I want to take that girl home and make her feel nice. And the other half of me, just like what Ed said, is I want to see what her head looks like on a stick. On voit donc clairement que Brian Cohy fantasmait sur l'image du tueur en série ultra intelligent et incompris, et qu'il allait même jusqu'à s'identifier à certains d'entre eux. D'ailleurs, même dans les faits, encore une fois, il y a des éléments qui rappellent beaucoup plusieurs cas, mais notamment le cas de Kemper. Je pense particulièrement au trophée. Je rentre pas dans les détails, mais ceux qui connaissent l'histoire d'Ed Kemper, et je sais que vous êtes nombreux, vous savez de quoi il est question. Face à toutes ces preuves, la défense choisit de se focaliser sur l'incapacité de Brian à ressentir les émotions normalement à cause de ses différents troubles et affirme également qu'il n'est pas capable de différencier le bien du mal. Mais les différentes analyses psy vont mener à mal cette théorie. Si le trouble dépressif sévère de Brian, son trouble de l'attention et le fait qu'il se situe peut-être quelque part dans le spectre autistique sont bien pris en compte, les experts concluent par contre qu'il est pénalement responsable pour différentes raisons. Déjà, le fait que Brian ait tenté de dissimuler des preuves, par exemple, prouve qu'il a conscience du côté répréhensible de son geste. Ensuite, d'après les experts qui ont analysé la vidéo de son interrogatoire, Brian ne présentait aucun signe de psychose à ce moment-là. Enfin, la psychiatre qui le suivait depuis plusieurs années précise, et je cite, que Brian souffrait certes d'une forme très légère d'autisme, mais que cela n'affectait pas ses capacités cognitives. Par contre, la psychiatre ajoute avoir alerté la mère de Brian car il tenait des propos violents et avait une fascination pour des personnages tristement célèbres, notamment les auteurs de la fusillade de Columbine ou encore Adolf Hitler par exemple. Dernier point intéressant concernant l'expertise psy de Brian, la défense a fait venir un expert à la barre et ce dernier a affirmé que Brian avait souffert d'une rupture psychotique au moment du meurtre. D'après lui, si on prend en compte ses troubles et ses fantasmes de violence, la vue de Warren Barnes aurait agi comme un déclencheur et l'aurait poussé à le tuer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce soi-disant expert a non seulement été payé 20 000 $ par le parti de la défense de Brian Cohy pour témoigner, et qu'on ne lui a pas, en plus, fourni tous les éléments qui appuient la thèse de la préméditation, à savoir le costume de Michael Myers et la présence de gants et d'un couteau dans la boîte à gants. Donc, on peut clairement remettre en question la fiabilité de ces conclusions. Pour l'accusation, le fait que Brian ait été aussi méthodique dans ses gestes démontre un niveau d'ancrage dans la réalité certain. Il s'est en effet assuré de se débarrasser de certaines preuves incriminantes pour éviter d'être attrapé. Toujours selon eux, la notion de préméditation est elle aussi indiscutable. Brian a même dû faire le plein pendant la nuit du meurtre, puisqu'il a conduit pendant des heures à la recherche d'une victime. D'ailleurs, c'est difficile de comprendre ce qui a pu le motiver à ce stade-là. Il dit être tombé sur Warren par hasard, comme s'il n'avait pas prémédité le meurtre. Mais honnêtement, qui se balade avec des gants en vinyle et un énorme couteau de boucher dans sa boîte à gants? Et surtout, pourquoi avoir enfilé le déguisement de Michael Myers juste avant de sortir de chez lui? Ensuite, le père et la mère de Brian sont appelés à la barre et ils ont du mal à contrôler leurs émotions. Ils sont dévastés et Terry souligne que son fils était sous traitement depuis ses 5 ans et qu'il souffrait de plusieurs pathologies lourdes qui avaient une incidence sur sa qualité de vie et sa manière de fonctionner. Brian lui-même dit regretter son geste, mais surtout parce qu'il ne peut plus voir ses amis, qu'il n'a plus accès à Internet et que les jeux vidéo lui manquent. Par contre, il ne montre pas le moindre remords concernant la victime. On le voit même sourire à plusieurs reprises pendant son procès, qu'il suit d'ailleurs à peine, comme s'il s'ennuyait. Après 3 semaines de procès, le jury le déclare coupable et il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est actuellement emprisonné au centre pénitentiaire de Buena Vista à Colorado Springs. Même une fois le procès terminé et Brian condamné,
personne ne peut s'empêcher de se poser la question « Pourquoi ?» Et finalement, la raison de son geste, c'est Brian qui la donne lui-même. And I said, I've been wanting to do this for a long fucking time. Murder someone. For years, I was wondering what murder would feel like, because Ted Bundy and the Zodiac, they all say murder's the best feeling in the world. So I'm like, I'm gonna try that. Well, did you enjoy it or not enjoy it? Did I enjoy it? I don't know. Sort of neutral of the whole thing. I didn't enjoy it, but I didn't hate it. Le pire finalement, c'est qu'aucun de ses professeurs, ni même de ses amis, ne semble choqué d'apprendre que Brian a sauvagement tué quelqu'un. C'est assez fou de se dire que tous les signaux étaient là et que ça n'a clairement pas suffi à empêcher ce drame. Pourtant, ses professeurs, ils avaient déjà signalé son comportement à plusieurs reprises et ils savaient que Brian avait besoin d'aide. Ils disent avoir l'impression d'avoir été abandonnés par le système. Et quand on connaît les détails de cette histoire, c'est difficile de pas être du même avis qu'eux. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais dire quelques mots sur Warren Barnes, parce que je pense que vous l'avez remarqué, parce que c'est assez rare, sa disparition a été immédiatement remarquée. Vous le savez, hein, les communautés marginalisées comme les sans-abri et les travailleuses du sexe par exemple, sont souvent victimes de crimes du fait de leur vulnérabilité et de leur anonymat. En règle générale, leurs disparitions et même leurs meurtres sont rarement une priorité pour la police. Brian a d'ailleurs choisi un sans-abri parce qu'il pensait qu'il ne manquerait à personne, ce qui se vérifie malheureusement trop souvent. This is not to be taken offense, but police, they don't seem to care as much about high-risk individuals, homeless people, prostitutes, etc. So I was deliberately looking for someone who lived that type of life. Okay. And I found a homeless person in. Mais finalement, c'est vraiment touchant de voir que de nombreuses personnes se sont inquiétées de la disparition de celui qu'on avait surnommé The Reading Man en référence à son amour pour la lecture. Contrairement à ce qu'a cru Brian Cohy, Warren Barnes n'était pas simplement un sans-abri anonyme. C'était une figure appréciée de la communauté. Et même si son corps n'a malheureusement jamais été retrouvé, un mémorial en son honneur a été installé à côté de la boutique où il avait l'habitude de lire. Voilà, on est arrivé à la fin de cette affaire. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Si jamais mon travail sur cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets le lien de la vidéo d'Explore With Us sur l'affaire, en barre d'infos bien entendu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember when